Bonjour. D'abord, merci de m'accueillir parmi vous. Merci à Lola Prat de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui, à défaut de pouvoir être présent parmi vous. Euh, je m'appelle Marc Zafran. J'ai été médecin généraliste à la campagne et à l'hôpital entre 1983 et 2008 en France. Depuis 2009, je vis à Montréal, au Canada. Je suis désormais citoyen canadien. Et je suis également écrivain sous le pseudonyme de Martin Winkler. J'ai écrit beaucoup de livres, parmi lesquels La maladie de Saxe, Le cœur des femmes, et tout récemment celui-ci, Tu comprendras ta douleur, qui vient de sortir aux éditions Fayard, et sur lequel il y a tout un chapitre concernant la douleur en gynécologie, et qu'est-ce qui la provoque et comment l'éviter. Euh, Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la bientraitance et de la bienveillance en consultation, et en particulier dans des situations qui sont difficiles pour les soignantes et les soignants. D'abord, je voudrais dire que j'ai été confronté à la question de la bienveillance et de la bientraitance très tôt dans ma formation, même avant de devenir médecin et de faire des études de médecine, parce que j'avais un père médecin et que ce père médecin me parlait en permanence des relations qu'il avait avec les patients. Il ne me racontait pas leurs histoires, mais il avait une opinion bien précise de la manière qu'on pouvait avoir de soigner. Et très tôt, puis au fil de ma formation, j'ai eu plusieurs étapes dans ma carrière. En particulier, j'ai participé ce qu'on appelle des groupes Balint, des groupes d'échange sur les difficultés relationnelles qu'on peut avoir avec les patients en tant que professionnel de santé. J'ai fait partie d'une revue critique sur le médicament et sur les gestes de santé qui s'appelle la revue Prescrire. J'ai travaillé dans une revue qui s'appelle Que choisir santé. J'ai enseigné à plusieurs reprises en France et au Canada aux étudiants en médecine. Et donc, et en même temps, bien entendu, je me suis formé également, j'ai une maîtrise de bioéthique de l'Université de Montréal, donc je me suis constamment préoccupé de ce que c'était que soigner, qu'est-ce que ça voulait dire pour les soignants, qu'est-ce que ça voulait dire pour les personnes soignées, et qu'est-ce qui fait qu'on est un soignant bien traitant ou maltraitant. Qu'est-ce qui fait que parfois on peut être maltraitant sans en avoir l'intention. Et je voudrais justement parler des intentions, commencer en parlant des intentions. Fondamentalement, les intentions des soignantes et des soignants n'ont pas d'importance. Je m'explique. Ce ne sont pas vos intentions, ce ne sont pas nos intentions qui comptent. À l'extrême limite, nos intentions ne regardent pas les personnes que nous soignons. Et il y a un pendant à cela, c'est que les intentions des personnes que nous soignons ne nous regardent pas non plus, si elles ne veulent pas nous les confier. Je veux dire par là que le geste de soigner n'est pas un geste qui doit reposer sur les intentions des soignantes ou des soignants. Le geste de soigner doit avoir essentiellement pour fonction que les personnes soignées aillent mieux après nous avoir vus qu'avant. Et quand je dis aillent mieux, ça veut dire qu'elles aillent mieux de leur point de vue. Elles aillent mieux d'après leur perception et non pas d'après la nôtre. Nous pouvons avoir l'intention de faire en sorte que quelqu'un aille mieux et lui faire du mal. Je vous donne un exemple très simple, c'est si je veux soulager quelqu'un, je peux choisir de lui faire une injection dans la fesse, je peux choisir de lui donner un comprimé ou quelque chose à boire qui est soluble par la bouche, ou je peux aussi choisir de ne rien faire et de la réconforter sans lui donner de médicaments. Tous ces actes ont comme intention de la faire aller mieux, mais n'auront pas les mêmes effets. Si je lui fais une injection intramusculaire à un endroit extrêmement sensible, je peux lui faire très très mal en voulant lui faire du bien.
Si je lui pose une perfusion sans prendre la précaution de le faire en insensibilisant la peau, je vais lui faire du mal et elle va probablement avoir mal un certain temps avant que le médicament que je vais mettre dans la perfusion lui fasse du bien. Si je lui donne un comprimé qui a des effets irritants sur son estomac, peut-être que ça va finir par lui faire du bien, mais qu'elle aura mal à l'estomac avant, etc. Donc l'intention n'est pas en elle-même quelque chose qui importe. Ce qui importe, ce sont les effets de nos actes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mesurer la bientraitance de nos actes à l'aune de nos intentions. Ce sont deux choses complètement différentes. Cela veut dire aussi que la seule manière de mesurer la bientraitance de nos actes, c'est de demander à la première personne intéressée. Le livre que je viens d'écrire avec mon ami Alain Gagnon, qui est médecin généraliste et algologue et qui est spécialiste de la douleur, le dit. Quand on a pour but de soulager les gens, on doit se préoccuper aussi de ne pas leur faire de mal. D'abord, ne pas nuire. Et pour cela, il faut se poser la question de savoir, d'abord, par exemple, s'il s'agit de soulager une douleur, de quelle douleur s'agit-il? Une douleur nociceptive, c'est-à-dire une douleur liée à une lésion récente d'un membre, c'est pas la même chose qu'une douleur neuropathique, c'est-à-dire une douleur qui existe sans lésion, mais qui est liée au dysfonctionnement du système nerveux. Si je ne fais pas cette analyse, si je n'interprète pas correctement cette douleur, je ne pourrai pas la soulager. Pour pouvoir interpréter correctement cette douleur, je suis obligé de me fonder sur ce que la personne me dit et de la croire. Donc une autre des conditions importantes de la bientraitance, c'est non seulement d'écouter ce que les gens nous racontent, mais aussi de les croire, et de les croire sans discuter. En sachant que ce qu'ils nous disent n'est probablement pas l'intégralité de ce qu'il y a à dire, que ce qu'ils nous disent est probablement simplifié, voire peut-être même un peu orienté en fonction de leurs désirs. Mais comme nous n'avons pas de moyens de le savoir, la seule manière d'être bien traitant, c'est de croire les gens, en leur laissant la possibilité d'ajuster ce qu'ils nous ont dit un peu plus tard, si il s'avère que ce n'est pas complet, ou s'il s'avère qu'il y a des contradictions. Et j'en viens à une chose extrêmement importante, c'est que quand on est face à quelqu'un qui nous demande quelque chose, moralement, il n'y a pas d'autre moyen que de la croire. Il n'y a pas d'autre attitude acceptable que de la croire. Si nous décidons de ne pas la croire, ou de ne croire que certaines personnes et pas d'autres, nous sommes en faute sur le plan moral parce que nous partons du principe que nous sommes capables de dire qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Or ça, c'est une attitude qui n'est pas une attitude soignante, c'est une attitude de jugement de valeur, c'est une attitude de personne qui se pense supérieure aux autres. Le soin, ça ne peut pas être fait en pensant que nous sommes supérieurs aux personnes que nous voyons. Et c'est compliqué parce que les personnes que nous rencontrons ont toujours des valeurs distinctes des nôtres. Et souvent, elles ont des valeurs qui sont très éloignées des nôtres. Je me souviens avoir discuté avec un étudiant en médecine qui me disait, bon, moi, je suis maghrébin, j'ai une tête d'arabe. Si jamais un jour, aux urgences, je vois un type rentrer, il a la jambe cassée, il a des croix gammées partout, et sur son thorax, il y a écrit « Je hais les Arabes. Qu'est-ce que je fais ?» Je lui ai répondu « qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Il m'a dit « j'ai envie de le soigner quand même, parce qu'il a la jambe cassée, et je suis là pour soigner les jambes cassées, moi. » Je lui ai dit « Alors, tu peux lui dire, écoute, si ça ne te gêne pas, comme moi, qui est la tête de quelqu'un que tu n'aimes pas, si ça ne te gêne pas que moi je te soigne, je te soigne. Si tu préfères que ce soit quelqu'un d'autre, je vais te confier à quelqu'un d'autre si c'est possible. » C'est la seule chose que tu peux faire. Tu ne peux pas décider à sa place de ce qu'il veut, donc il faut lui demander. Et c'est son droit, puisque en principe, les personnes qui sont soignées ont le droit de choisir leurs soignants et leurs soignantes. Si on leur impose un soignant ou une soignante,
c'est une brutalité, puisqu'elles sont en droit de les choisir, elles sont en droit ou de les refuser. Donc il faut leur proposer. Et puis si les personnes soignées sont confortables avec le fait qu'on les soigne, ben très bien. Si soi-même on n'est pas confortable avec le fait de les soigner, je crois que la chose la plus élémentaire, c'est de le leur dire et de négocier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une façon de montrer son respect aux personnes dont on s'occupe. C'est une façon de montrer que précisément la fondation de la relation de soins, elle est liée intimement au respect que l'on a l'un de l'autre. On ne peut pas soigner si on se pense supérieur ou meilleur que la personne qu'on soigne. On ne peut pas se faire soigner si on a peur ou si on ne tolère pas la personne par qui on se fait soigner. Il faut qu'il y ait déjà un certain nombre de choses qui soient acceptées de part et d'autre. Ça demande de pouvoir les aborder quand c'est nécessaire. Si une femme entre dans un cabinet de consultation en s'attendant à voir une femme et voit un homme, elle est en droit de dire « je m'attendais à voir une femme et je préférais que ce soit une femme ». Ou l'inverse d'ailleurs. Ça fait partie des droits absolus de la personne de choisir par qui elle est soignée. L'inverse, enfin le pendant de ce droit, c'est aussi notre obligation à nous, soignantes, encore une fois, de respecter non seulement ce que la personne veut, mais aussi ce que la personne nous dit. C'est parfois extrêmement compliqué parce que les gens qui viennent nous voir nous parlent de leurs valeurs et que leurs valeurs ne sont pas superposables aux nôtres. Elles peuvent même être extrêmement différentes. Et c'est normal, nous ne sommes pas les personnes que nous soignons. Et en plus, deux personnes ont un corps différent, une histoire différente, une famille différente, un environnement différent, une expérience différente et des perceptions différentes. Et les perceptions de la personne qui est en face de nous ne sont pas les nôtres. C'est toujours une erreur, c'est toujours périlleux d'identifier ses propres perceptions à la perception de la personne qui est en face de nous. Parce que on a toutes les chances de se tromper. J'ai compris ça de façon assez évidente quand j'ai commencé à travailler au centre d'interruption de grossesse, où tout ce que me racontaient les femmes de leur expérience, je ne pouvais pas m'identifier à ces expériences. Je ne suis pas une femme. Je ne pouvais pas m'identifier à leur désir ou à leur non-désir de grossesse. Je ne pouvais pas m'identifier aux effets secondaires de leur pilule. Je ne pouvais pas m'identifier à leur douleur pelvienne. Je ne pouvais m'identifier à rien. Je ne pouvais pas dire « Ah, je vous comprends ». Mais je pouvais dire « Je vous entends ». Je pouvais entendre les femmes et me rappeler de ce que d'autres femmes m'avaient dit. Et donc je pouvais essayer de comparer ce qu'elles me disaient à ce que d'autres femmes m'avaient dit, dans les mêmes circonstances. Ça m'aidait à les comprendre. Mais je ne pouvais en aucun cas dire « Oui, madame, vous avez mal » ou « Non, madame, vous n'avez pas mal ». La douleur, les sensations, les symptômes, les sensations personnelles, ça ne se discute pas. Et l'un des écueils du soin, c'est que précisément nous avons toujours tendance, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non, nous avons toujours tendance à ramener les perceptions, l'expression des symptômes des autres et de leurs perceptions à la nôtre. Et il y a un exercice à faire qui est très important, c'est d'essayer de ne pas faire ça. Et d'essayer de prendre la perception de la personne qui vous parle comme la référence des perceptions, et non pas de se prendre soi comme une référence. La bienveillance et la bientraitance sont des, sont des choses différentes. La bienveillance, c'est, encore une fois, c'est vos intentions, je veux faire du bien. La bientraitance, c'est les effets. C'est est-ce que je fais du bien ou pas? Et si on veut savoir si on fait du bien, il faut demander à la première personne intéressée. C'est ce qu'on fait quand on examine quelqu'un, ou quand on le pense, ou quand on le soigne, ou quand on examine une blessure ou une zone qui fait mal. On leur demande, est-ce que je vous fais mal quand je fais ça? Est-ce que ça vous fait mal? Nous nous repérons sans arrêt aux sensations des personnes. On ne peut pas d'un côté se repérer à leurs sensations et de l'autre côté leur dire « Ah ben non, ce que vous me dites n'est pas vrai ». Tout doit être traité de la même manière. Et la bientraitance repose beaucoup là-dessus, sur
pour le fait que nous entendions, que nous respections ce que les gens disent, même si cela nous paraît complètement excentrique ou complètement inouï. Alors, en consultation de contraception, j'en ai fait quand même beaucoup, mais aussi dans les très 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 nombreux messages que je reçois depuis que j'ai l'internet et depuis que j'ai un site qui parle de contraception, il m'est arrivé à de très nombreuses reprises de recevoir des questions qui paraissent complètement surprenantes, qui paraissent ne pas avoir de rapport direct avec, les choses qu'on a à offrir, mais qui ont tout un point commun. C'est que dans l'immense majorité des cas, les personnes qui ont une question de santé, sauf quand elles vous connaissent très très bien, ne posent pas la question directement. Elles viennent avec ce qu'on appelle un prétexte. Littéralement, un prétexte. Elles viennent avec quelque chose qui leur paraît une manière acceptable de poser la question, ou une manière non embarrassante, parce que souvent ce sont des questions embarrassantes, où elles ont le sentiment que ce qu'elles perçoivent est stupide, ou sans intelligence. J'ai pris l'habitude au fil des années, de dire aux personnes qui venaient me voir, vous savez, il n'y a pas de question stupide. Si la question vous préoccupe, elle mérite d'être posée et elle mérite d'obtenir une réponse. Et elle mérite d'obtenir une réponse qui ne se moque pas de vous. Donc ça aussi c'est très important. La façon dont on soigne dépend de la confiance et du respect que l'on accorde aux croyances et aux embarrassements des personnes à qui on a affaire. Je crois que une consultation bienveillante, c'est a priori et c'est d'abord une consultation dans laquelle on montre que l'on est ouvert à tout ce que la personne a à dire. Pendant très longtemps, je demandais aux gens qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et puis j'ai pris l'habitude de ne pas dire ça, mais de dire, parce que peut-être que je peux rien faire, d'une part, et puis peut-être que les gens ne me demandent pas de faire quelque chose. Donc j'ai pris l'habitude plutôt de dire racontez-moi. Et l'immense majorité des gens, quand elles s'asseyent devant vous, homme ou femme, et que vous leur dites racontez-moi, les gens racontent. Parce que toute personne qui vient a envie de pouvoir raconter pourquoi elle vient, de pouvoir raconter ce qui l'a amené à venir. Et très souvent, le récit de ce qui l'a amené à venir a autant d'importance que les symptômes occasionnels qu'elle peut raconter. C'est pas la même chose de venir en disant je me sens pas bien que de dire en venant bah voilà, avant-hier je commençais à frissonner et puis cette nuit j'avais mal partout, je crois que j'ai chaud, j'ai pas pris ma température mais je crois que j'ai chaud, je grelottais dans mon... C'est pas la même chose. Et je me sens pas bien. Le récit de ce qui les a amenés vous apporte beaucoup plus d'informations que de dire je me sens pas bien ou j'ai mal au ventre. C'est pas la même chose de dire j'ai mal au ventre et j'ai oublié ma pilule la semaine dernière, ou de dire j'ai mal au ventre et je comprends pas pourquoi. L'histoire de la personne, les jours qui ont précédé, parfois les semaines, parfois les années qui ont précédé, ont toujours une grande importance. Dans le domaine de la douleur, parfois des gens viennent avec des douleurs chroniques qui ne correspondent à aucune lésion visible, qui n'ont pas été analysées par les médecins qui les ont vus auparavant, qui ont qualifié ça de psychologique. Et puis quand on leur demande de raconter leur vie, mais parfois leur vie accidentelle tout simplement, on découvre que cette douleur est ce qu'on appelle une douleur neuropathique, c'est-à-dire qu'elle est apparue plusieurs mois ou plusieurs années sur le site d'une ancienne cicatrice ou d'une ancienne lésion qui a guéri. Mais la douleur, une douleur neuropathique, c'est une douleur qui apparaît seule après des mois ou des années d'inflammation chronique d'un nerf ou d'une zone neurologique qui, à ce moment-là, provoque un signal douloureux.
Si on ne demande pas aux gens de nous raconter leur vie, eh ben, tout ça, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas faire le diagnostic. Il en va de même et encore plus dans la vie des femmes. Pour des raisons de circonstances, je me suis mis à travailler dans un centre d'interruption de grossesse, j'ai pratiqué des IVG pendant de nombreuses années. J'ai reçu des femmes qui avaient besoin d'une contraception, qui voulaient changer de contraception, qui avaient un désir de grossesse tardif ou un désir de grossesse après avoir arrêté leur contraception. Enfin, tout ce qui peut arriver dans la vie d'une femme entre la puberté et au-delà de la ménopause, sur le plan de la vie sexuelle ou de la vie reproductive. Et à chaque fois, la demande, qui ressemblait un petit peu à la demande ou demande précédente, était à chaque fois complètement personnelle. Et il y avait des éléments qui ne correspondaient à rien d'autre que ce qui était spécifique de la vie de cette femme-là. Si je ne demandais pas à cette femme de me raconter un peu sa vie, il y avait plein de choses que je ne pouvais pas comprendre. Si je ne lui demandais pas, si je n'attendais pas, si je ne lui montrais pas que j'étais prêt à entendre ce que cette douleur ou ces symptômes ou cette crainte avaient comme signification pour elle, 9 fois sur 10, je passais à côté et je ne pouvais pas répondre à sa demande. Une consultation bienveillante et bien traitante, c'est une consultation dans laquelle on se met véritablement au service de la personne. On se met à son service pour l'écouter, on se met à son service pour préciser avec elle ce qui est important dans son histoire, on se met à son service pour entendre ce qu'est sa demande, la première demande apparente et puis les demandes successives qui sont peut-être cachées, les demandes plus précises, mais on est à son service. C'est quelque chose qui est contre-intuitif parce que nous pensons, en tant que professionnels de santé, parce que nous avons fait des études longues, parce que nous avons de l'expérience, parce que nous avons une certaine autorité professionnelle, nous pensons que nous savons mieux que la personne ce qui est bon pour elle. Mais non. Mais non. Et c'est... en anglais, il y a un mot qui est humbling. Ça invite à l'humilité. Je ne suis pas dans le corps de cette personne. Je ne suis pas dans sa vie. Je ne perçois pas le monde comme elle. Pour ce que j'en sais, peut-être qu'elle perçoit sûrement les couleurs différemment de moi. Et si je suis face à une personne qui est daltonienne, par exemple, ou qui a des troubles visuels, ou qui a des troubles auditifs, elle ne percevra pas le monde comme moi. Par conséquent, ses besoins ne sont pas les miens. Et les solutions qui vont lui convenir ne sont pas les solutions qui me conviendraient à moi. C'est pour ça que c'est très important d'entendre ce que les gens ont à dire, et de l'entendre dans toutes les nuances, si petites soient-elles, qu'elle va bien vouloir apporter à son histoire. L'histoire des personnes soignées est fondamentale pour elles, bien entendu, mais aussi pour les soignantes et les soignants, non seulement pour comprendre ce que les personnes soignées nous demandent, mais aussi pour répondre au mieux à leurs attentes, sans se tromper, sans ni leur imposer quelque chose dont elles ne veulent pas, ni leur refuser quelque chose qu'elles voudraient mais qu'elles n'osent pas nous demander. Au cours des consultations que j'ai été amené à faire et aussi des nombreux échanges épistolaires que j'ai pu faire avec des personnes qui me sont tout à fait étrangères, que je n'ai jamais vues, que je ne verrai jamais, il y a des choses qui sont des choses récurrentes. En particulier, la maltraitance, telle que ces personnes les décrivent, relève le plus souvent de 3 attitudes. La première attitude, c'est le fait de ne pas entendre, de ne pas écouter, de partir pour un professionnel de santé bille en tête sur tel ou tel problème, qui lui importe à lui ou à elle. La deuxième attitude, c'est ce que je vais appeler, d'un point de vue général, c'est la hauteur. La hauteur et le mépris. C'est-à-dire, c'est moi qui sais ce qui est bon pour vous. Je viens de recevoir là aujourd'hui un courriel d'une femme qui me dit « Je suis allé en confiance voir un médecin que
que j'avais déjà vu une fois. Je suis retourné le voir après avoir fait un examen complémentaire. Il m'a dit c'est ça qu'il vous faut. Je lui ai dit non, je ne veux pas de ça. Il lui proposait un traitement hormonal. Je lui ai dit je ne veux pas prendre de traitement hormonal. Et là, il a pris une posture de supériorité en disant oui, vous êtes une écologiste, vous encore. Et là, elle m'a dit, elle écrit, là, je ne savais plus quoi dire, j'étais complètement désarmé, je me suis mise à pleurer, j'ai rangé mes affaires et je suis parti. Voilà un exemple de maltraitance. Ce professionnel ne l'a pas touché, ne l'a pas brutalisé, il l'a tout simplement traité de haut. C'est-à-dire que l'attitude bienveillante et bien traitante aurait été de dire ok, vous ne voulez pas de traitement hormonal, est-ce que je peux en savoir plus pour comprendre où se situe votre refus, que je respecte parfaitement. Je ne peux pas vous imposer de prendre un traitement, mais j'aimerais comprendre mieux précisément pour trouver d'autres solutions. Il aurait pu faire ça. Non, il a préféré coller un jugement de valeur complètement arbitraire, complètement brutal sur cette personne, en réagissant peut-être par rapport à d'autres expériences, d'autres personnes qu'il avait eues, et en imaginant qu'il pouvait assimiler cette personne qu'il avait devant lui à d'autres personnes qu'il avait rencontrées. Ce qui était complètement stupide de sa part, et ce qui était complètement arbitraire. Donc voilà, la deuxième cause de maltraitance, c'est la hauteur. La troisième cause de maltraitance, dont on parle très très peu et très rarement de la part des professionnels de santé, c'est la peur. Nous sommes des êtres humains. On a beau être des professionnels de santé, ça ne nous empêche pas d'avoir peur. Même des fois, le fait de savoir beaucoup de choses sur les maladies, ça nous fait encore plus peur. Je sais que quand j'étais étudiant en médecine, dès que j'ai commencé à apprendre toutes les maladies, je me trouvais les symptômes d'à peu près 350 maladies chaque semestre. Le semestre suivant, c'était 350 autres maladies, parce que c'était 3 autres matières, ou 6 autres matières. Bon. Dans un poème de la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste, on dit « Qui accroît sa science accroît sa douleur ». Ben, c'est ça. Plus on en sait, moins on est confortable. Le problème, c'est que donc nous vivons avec un certain nombre de peurs, c'est-à-dire que nos peurs de l'enfance, nos peurs de d'adulte et nos peurs de professionnels, nous les portons avec nous. Et parfois, quand nous sommes confrontés à des personnes qui demandent des soins, ce qu'elles disent, ou ce qu'elles nous présentent, ou ce qu'elles nous racontent, nous fait peur. Et quand ça nous fait peur, ça nous fait réagir de manière inappropriée. En tout cas, complètement inappropriée au fait de soigner. Soigner, c'est faire en sorte que la personne qui vient voir le professionnel ou la professionnelle de santé se sente mieux après l'avoir vu qu'avant. Si nous avons peur, cette peur va se sentir, elle va influer sur notre comportement et elle va contaminer nos soins. Il est rare que quelqu'un qui a affaire à un professionnel de santé qui a peur se sente mieux après l'avoir vu qu'avant. On voit les effets de cette peur, par exemple, dans le fait qu'un médecin voit venir une femme de 30 ans qui lui dit j'ai une boule dans le sein. Et si ce médecin a vu une femme avec un cancer du sein 3 semaines avant, tout de suite il va penser à un cancer du sein. Alors qu'à 30 ans, 28, cancer du sein c'est quand même pas très fréquent. Il y a bien d'autres explications à une boule dans le sein qu'un cancer. S'il se laisse guider par la peur, j'ai peur que cette femme ait un cancer, il va tout de suite l'envoyer faire des prélèvements à droite à gauche, des radios, une ponction. C'est-à-dire qu'il va lui faire peur, il va lui faire mal, et tout ça probablement pour rien. Ça, c'est de la maltraitance. Et cette maltraitance, elle est liée à un désir de bien faire induit par la peur, et non pas induit par le respect de la personne qui est en face. La peur des professionnels de santé est toujours délétère. Et la peur des professionnels de santé n'est pas plus respectable que la peur des personnes soignées.
Or, très souvent, les personnes qui demandent des soins ont peur. Et notre boulot en tant que professionnel, c'est quand même de ne pas substituer notre peur à la leur. Donc voilà. Voilà trois écueils qui sont très importants dans la relation de soins et qui conditionnent la maltraitance ou qui parasitent la bientraitance. Il y a une autre chose aussi qui peut être source de maltraitance, c'est le silence. C'est-à-dire que non seulement ne pas écouter ce que la personne dit, mais lui imposer un silence, c'est-à-dire une fin de non-recevoir à ses questions. Ou au contraire, de trop parler, c'est-à-dire de dire ce qui est important pour nous en tant que professionnels, et qui est tout à fait respectable, mais qui n'est peut-être pas approprié au problème que la personne nous a présenté. Notre manière de voir le monde, c'est pas la sienne. Nos solutions, c'est pas les siennes. Si nous essayons de les lui imposer, nous avons toutes les chances de nous tromper dans les soins dont elle a besoin. Il y a évidemment plein de circonstances qui sont des circonstances spécifiques dans la consultation, par exemple en centre de planification, dans un centre d'IVG, qui font que les professionnels de santé peuvent se sentir en porte-à-faux, se sentir mal à l'aise, ou se sentir dans une situation problématique. Il y a quelques exemples auxquels on peut penser, et en particulier, par exemple, la femme qui vient demander des IVG à répétition. On la voit une fois, on la revoit 6 mois plus tard, on la revoit l'année d'après. Ça m'est arrivé, comme à tous les professionnels qui travaillent dans les centres d'interruption de grossesse, de voir des femmes comme ça venir 4, 5, 6, 7 fois. Elles étaient très peu nombreuses. On les repérait toujours très bien parce que justement, elles étaient très peu nombreuses. Il y en avait, quoi, moi en 25 ans, j'en ai vu 5, 6. Elles avaient toute une particularité commune, qui n'était pas un diagnostic psychiatrique, comme beaucoup de gens seraient tentés d'en mettre, mais qui était de l'ordre du psychosocial. C'est-à-dire que toutes ces femmes vivaient dans des conditions qui étaient des conditions extrêmement difficiles. Familialement, personnellement, socialement. Elles n'avaient pas de travail, vous avez un travail qui les payait très mal. Elles avaient souvent déjà été enceintes à de nombreuses reprises, elles avaient des enfants chez elles ou des enfants qui étaient pris en charge par les services sociaux. Elles avaient eu plusieurs compagnons successifs qui très souvent les maltraitaient. Bref, comme on dit chez moi, elles n'étaient pas aidées. Et puis, à plusieurs reprises, elles sont plus venues. Et des fois, elles revenaient 2 ou 3 ans après pour demander un stérilet, pour demander un renouvellement de leur pilule. Et on les voyait, on disait « Comment allez-vous » Elles disaient « Je vais très bien depuis que leur situation avait changé pour tel ou tel type de raison. » C'est-à-dire qu'elles n'étaient plus ballottées par la vie au point que la contraception, c'était le cadet de leurs soucis, ou que c'était la chose qui était inaccessible pour elles. Parce que c'est ça qui se passe le plus souvent, c'est que on est tellement ballotté qu'on ne se protège pas, on ne prend pas soin de soi et on se blesse. Et une grossesse non désirée à plusieurs reprises, moi j'assimile ça à une blessure accidentelle de quelqu'un qui est dans une vie accidentée. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans sa tête, nous ne sommes pas dans son corps, nous ne sommes pas dans sa vie. Et j'ai toujours été extrêmement contrarié d'entendre dire « Ah ouais, ces femmes, elles ont un problème psychologique, ou c'est un désir inconscient, etc. » Non, non, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, donc on ne va pas commencer à faire des diagnostics pseudo-psychanalytiques sur les motivations des gens. Déjà, on ne sait pas comment ça se passe dans notre tête, donc on ne va pas définir ce qui se passe dans la tête des autres, et en particulier de ces personnes-là qui sont les plus mal en point. C'est pas honorable, c'est pas respectueux. Tout ce qu'on peut faire, c'est
essayer de leur offrir des moyens d'être moins accidentés. Et puis parfois ces femmes les prennent, ces moyens, et parfois elles n'ont pas les moyens de les prendre, et parfois elles choisissent de ne pas les prendre. Et c'est leur droit. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est contrariant, c'est vrai que c'est frustrant. Mais ce que je crois, c'est que quand on offre, et dans le centre où je travaillais, il y avait une équipe tout à fait bienveillante et tout à fait patiente, en particulier avec ces femmes-là. Ces femmes savaient que, au moins, si un jour elles étaient enceintes et elles avaient besoin d'une IVG, elles pouvaient venir nous voir, on ne leur ferait pas la morale, elles auraient leur IVG et elles repartiraient avec les mêmes, comment dirais-je, les mêmes propositions de soutien que ce qu'elles avaient eu avant. Elles en feraient ce qu'elles voudraient, mais au moins, elles savaient que nous étions des personnes qui allions toujours les accueillir de la même manière, avec le même respect, avec la même patience, et avec les mêmes propositions et les mêmes outils. Et c'est ça le rôle des soignants, à mon avis. C'est d'être là, d'être présent, d'être ouvert, d'être accessible, sans jugement, quelles que soient les circonstances. Il y a des demandes qui sont des demandes, comment dirais-je, similaires, quand par exemple nous sommes face à des femmes qui ont des attitudes vis-à-vis de la sexualité qui sont des attitudes à risque. Je prends l'exemple de femmes qui sont des travailleuses du sexe, par exemple, permanentes ou intermittentes. Il y avait parmi les patientes du service où je travaillais, il y avait des femmes qui avaient une activité de prostitution occasionnelle. Elles se prostituaient quand elles n'avaient plus d'argent, quand elles avaient des fins de mois un peu difficiles. Et évidemment, elles étaient extrêmement inquiètes chaque fois qu'elles faisaient ça, parce que voilà, elles couraient le risque de contracter une maladie, d'être enceinte, de subir des violences. C'était encore plus vrai quand c'était les travailleuses du sexe qui l'étaient quotidiennement. Mais il n'y a pas de différence. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre une femme qui est une travailleuse du sexe et qui est susceptible d'être maltraitée par un client, d'être contaminée par un client et qui est dépendante du fait que les clients lui donnent ou non de l'argent? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre cette femme-là, sur le plan des soins que nous devons lui offrir, et une femme qui n'a pas de travail, qui vit sous la coupe d'un homme qui la maltraite et qui ne sait pas si cet homme n'a pas 3 ou 4 autres partenaires et va l'infecter. Pour nous, les situations sont différentes, mais ce que nous devons proposer comme soin, c'est la même chose. Cette femme, elle a besoin d'être informée, qu'on lui donne les moyens de ne pas être enceinte si elle ne le veut pas, qu'on lui évite de porter une grossesse dont elle ne veut pas, et qu'on la dépiste et qu'on la soigne si elle chope une IST. Mais sa vie et la façon dont elle l'amène ou elle la subit, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf si elle nous demande des pistes particulières. Enfin, en revanche, on peut lui apporter des soins. C'est pour ça que je pense que les circonstances dans lesquelles les femmes vivent, à la limite, si elles veulent nous les confier, c'est très bien. Si elles ne veulent pas tout nous dire, c'est correct aussi. Parce que fondamentalement, c'est ce dont elles ont besoin qui est important. Et c'est à elles de définir leurs besoins. Ce n'est pas à nous de définir ce que devrait être leurs besoins, ce que devrait être leur vie pour que leurs besoins soient remplis. On est face aussi à des demandes qui sont des demandes parfois qui paraissent bizarres, comme par exemple une femme qui vient demander un certificat de virginité, ou alors une femme qui demande carrément de la chirurgie reconstructrice de l'hymen ou de la chirurgie des grandes lèvres, ce qui n'est pas du tout la même chose, enfin qui est de la chirurgie tout de même sur l'appareil sexuel, l'appareil génital, ce qui peut être surprenant et on peut se demander mais pourquoi Et
Je pense qu'il est légitime de se poser la question pourquoi, mais je crois qu'il ne faut pas y répondre tout seul. Il ne faut pas y répondre avec nos préjugés. Il ne faut pas y répondre avec nos perceptions. Si on veut absolument savoir pourquoi, je crois que la première personne à qui il faut demander, c'est la personne elle-même. Et lui demander, si vous avez envie de me dire pourquoi, moi je suis prêt à l'entendre et ça me permettra de mieux comprendre quel est votre souci et comment je peux vous aider à y répondre. Mais si vous ne voulez pas me dire pourquoi, c'est correct aussi. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important de garder à l'esprit, c'est que nos valeurs, qui sont souvent très différentes des valeurs des personnes à qui nous avons affaire, nos valeurs en soi n'ont pas grande importance. Je m'explique. Il y a quelque chose qui concerne tout le monde, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi s'applique à tout le monde. Si un geste médical est autorisé par la loi, nous n'avons pas s'il n'y a pas de raison scientifique ou médicale ou de dangerosité pour le refuser, nous n'avons pas de raison de nous y opposer. On a le droit d'être défavorable à l'IVG pour soi, mais on n'a pas le droit d'empêcher une femme d'avoir accès à une IVG alors que la loi le permet. On a le droit de penser que soi-même on ne se serait jamais fait stériliser à 18 ans, mais si une jeune femme de 18 ans dit je veux une ligature de trompe, ou un homme de 18 ans dit je veux une vasectomie, à partir du moment où la loi le permet, et où ils sont tous les deux majeurs, il n'y a aucune raison pour qu'on s'oppose à ce qu'ils le fassent, et à ce qu'on leur oppose quelque raison que ce soit. C'est quand même moins grave de décider de ne pas avoir d'enfants que de décider d'en avoir 5 ou 6. Personnellement, j'en ai 6. Je trouve que j'ai fait quelque chose de plus grave en ayant 6 enfants qu'en n'en ayant pas. Parce que les enfants, ils ne m'avaient rien demandé. Ils n'avaient pas demandé à venir au monde. Donc il ne faut pas mélanger ses valeurs, ou plutôt ses affinités, ou plutôt ses désirs, avec une quelconque loi morale. Hein, quelqu'un est en droit de dire à 18 ans je ne veux pas d'enfant et je veux me faire ligaturer les trompes ou vasectomiser. Il existe des cas dans lesquels les gens regrettent, mais les regrets sont peu importants. Mais dans toutes les cas de figure, ce sera la personne qui aura décidé de se faire ligaturer les trompes d'assumer les conséquences. C'est pas le professionnel de santé qui aura fait un geste légal à la demande de la personne. Et quant à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien et s'il pourrait le regretter, c'est pas notre souci. Dans le sens où nous ne pouvons pas savoir s'ils regretteront ou pas, c'est pas à nous de prédire s'ils regretteront ou pas, et surtout, est-ce que nous, personnellement, nous aimerions qu'on nous dise « Ne fais pas ça, tu le regretteras ». Peut-être pas. Peut-être qu'on le regretterait, mais peut-être qu'on ne le regrettera pas. Et peut-être qu'on n'aimerait pas qu'on nous rappelle plus tard si on le regrette, qu'on nous l'avait dit « Ah, tu le regretteras ». C'est notre vie. C'est à nous de l'assumer. Accepter qu'une personne vienne et nous demande quelque chose qui nous semble irréparable. Soit dit en passant, avoir un enfant, c'est plus irréparable qu'une vasectomie, à mon avis. Hein, mais bon. En tout cas, c'est pas moins réparable. Ou plus réparable. Mais accepter qu'une personne qui nous demande quelque chose qui nous semble irréparable, que cette personne soit un sujet autonome, c'est une condition indispensable pour être bienveillant et bienveillante et bienfaisant et bien traitante en tant que soignante et en tant que soignant. Parce qu'encore une fois, la seule personne qui peut nous dire si nous l'avons soigné, c'est la personne elle-même. Ce ne sont pas nos intentions qui comptent, ce ne sont pas les règles que nous nous sommes données, ce ne sont pas nos valeurs, c'est le résultat final. Et je pense que c'est un peu là-dessus que je voudrais conclure. Je pense que c'est à la fois faire preuve d'humilité, mais c'est aussi faire preuve de solidarité, de fraternité ou de sororité avec la personne qui vient nous voir, que d'accepter que sa demande, même si sa demande
nous semble extrême, même si sa demande nous semble extrêmement difficile, même si elle nous heurte, d'accepter que cette personne soit un sujet qui va assumer les conséquences de sa décision. Car encore une fois, s'il s'agit d'une demande qui est autorisée par la loi, c'est sa décision. C'est pas la nôtre. C'est sa vie. C'est pas la nôtre. Voilà. J'espère avoir contribué de façon utile à cette journée. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous remercie encore une fois infiniment de m'avoir invité à contribuer à votre journée de travail. Et je vous souhaite tout le succès et les meilleures relations de soins possibles.